Bonjour, je suis Leïla Amar, architecte, maître de conférence à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme, membre du laboratoire architecture et archéologie maghrébine, et je vais vous présenter quelques considérations sur la propreté, l'hygiène et l'espace public à Tunis à travers les usages et la réglementation de 1858 à 1914. Alors, la question de l'hygiène et de la propreté s'est posée d'une façon accrue à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, et la ville est à ce moment en proie à un certain nombre de problèmes. Donc, les développements qui suivent s'intéressent, dans le cas de Tunis, aux principes de défense de la salubrité publique, de la propreté et de l'hygiène, et à leur mise en œuvre dans l'espace public à travers les usages et la réglementation. Saisis à partir de différentes temporalités de 1858 à 1914, les grandes étapes qui ont conduit à l'affirmation de l'hygiène, de la propreté et de la modernisation de la voie publique sont ici évoquées. Elles se trouvent au centre des préoccupations sur l'utilité publique et sur la réorganisation ou l'occupation et l'usage des voies, notamment les rues passantes et communicantes. Enfin, l'exemple du quartier juif de la Hara illustre les volontés d'assainissement dans la capitale par l'idée de percer le tissu insalubre de ruelles et d'impasses denses, projet inabouti mais qui perdurera et se renouvellera dans les décennies postérieures. Alors, la question de la propreté et de l'hygiène dans l'espace public à Tunis, à travers les usages et la réglementation, se pose d'une manière accrue à partir de 1858, où le conseil municipal va commencer à se saisir de cette affaire et à essayer d'en faire une affaire d'institution publique alors qu'elle était du ressort du privé. La ville que vous voyez sur cette carte, Tunis, la Médina et ses faubourgs, est entourée de remparts. Un réseau de khanedr, d'égouts à ciel ouvert, se déploie pour se déverser dans le lac El Bahira. La ville s'étend sur 300 hectares à cette époque et comprend 90 000 habitants. Du point de vue de la propreté, les points d'amoncellement d'ordures s'accumulent aux portes de la ville et sont progressivement déplacés par des charrettes et des charrois vers l'extérieur. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, l'espace urbain de Tunis est en proie à de nombreux problèmes de salubrité et d'hygiène et en même temps fait l'objet de volontés de renouvellement. Le conseil municipal, puis le conseil d'hygiène et de salubrité publique édictent des règlements basés sur la notion d'intérêt général, al-manfa'a al-'amma, et d'utilité publique qu'ils auront des difficultés à appliquer. Il faudra 2 décennies pour que la propreté et l'hygiène, affaires privées du ressort des habitants, passent sous le contrôle et l'affirmation de l'institution municipale. Avec le protectorat, un arsenal réglementaire nouveau est mis en place. Au plan urbain, le règlement de voirie de février 1889 et le règlement sanitaire de 1903 achèvent de donner corps à une nouvelle vision de l'espace urbain, assaini, ordonné, aligné, ouvert et salubre. Cette réglementation a coexisté avec des pratiques juridiques et des usages antérieurs jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc ici, nous voyons une image, une ancienne carte postale du début du siècle d'une rue du faubourg sud de Tunis, la rue Sidi El Béchir, avec sa population, ses habitants,
les moyens de transport. Ces rues ont été aménagées durant la fin du 19e siècle en pavant les chaussées et en réalisant des trottoirs, mais les usages anciens persistent. Ce n'est qu'à l'aube du XXe siècle que les anciens usages battus en brèche disparaîtront au profit de nouvelles règles et pratiques de promotion de la voie publique. L'année 1914 marque un tournant dans la gestion urbaine et l'expansion de la capitale. Elle signe aussi la relégation de la ville ancienne au statut de quartier de la ville et la primauté de la ville européenne. Ici, nous voyons une rue à Tunis dans le Faubourg Nord. L'état des constructions et du bâti est extrêmement dégradé, voire vétuste. Les pratiques ancestrales dans la rue ont toujours cours. Les habitants s'assoient pour vendre, ils circulent dans la rue, mais aussi ils stationnent. Et à ce moment, 3 institutions à vocation technique sont appelées à réguler l'ordre urbain de Tunis dans le cadre des réformes des Tanzimat de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ces institutions sont le Conseil de la ville, Al-Majlis al-Baladi, le Conseil de police, Majlis al-Dhabtiya, et le Conseil de santé, Al-Majlis al-Sahi, qui deviendra en 1873 le Conseil d'hygiène et de salubrité publique, Majlis Hafz al-Saha. Vue ici du quartier populaire et populeux de la Hara, le vieux quartier juif, considéré comme insalubre à la fin du XIXe siècle et qui fera l'objet d'une tentative de percée qui restera inaboutie. Une autre vue d'une petite placette dans le quartier du Molkaz, dans le faubourg sud de Tunis, avec un rassemblement de personnes. Cela doit être un jour de marché, une occasion de se rassembler sur cette petite place. Ces usages donc de l'espace continuent à perdurer malgré l'édiction de nouveaux règlements. Ces règlements s'appliquent dans la ville européenne et plus particulièrement sur l'axe majeur de l'avenue de la Marine, fondateur de la ville neuve, que l'on peut voir sur cette ancienne carte postale de 1903, l'avenue de la Marine, qui deviendra plus tard l'avenue Jules Ferry et qui est l'actuelle avenue Habib Bourguiba, avec son front bâti, son terre-plein central planté de ficus, ses chaussées latérales et son tramway. Autre lieu d'urbanité et de rassemblement au cœur de la ville, la Porte de France, renommée à partir de son nom Bab Bahar, qui accueille entre la place de la Bourse et le début de l'avenue de France des rassemblements, des badauds, des chalands, de toutes conditions sociales. Ici, nous avons une vue aérienne de la Médina centrale de Tunis et du début des quartiers de la ville européenne en 1935. Dans la partie nord, il y a un grand trou qui est le quartier de la Hara, dont les démolitions ont commencé en 1919 et qui a été petit à petit grignoté pour des raisons officielles de salubrité publique, mais en fait aussi pour des raisons, des volontés d'annexer cette partie de la ville ancienne à la ville européenne. On voit dans cette vue des années 30 une série d'immeubles de relogement de la population pauvre de la Hara, qui sont les immeubles du docteur Cassard, et ce trou qui se signale donc par
les démolitions qui ont déjà été faites. La percée qui était prévue allait de la place Bab-Souira à travers la rue Sidi Mahrez jusqu'à la place de la Bourse, et cette percée ne sera pas réalisée faute de moyens financiers et d'approbation du conseil municipal. Dans le quartier du Halfawin, dans le Faubourg Nord, on remarque aussi au début du siècle la pratique de l'espace public, la pratique des rues, des trottoirs, des commerces sur la voie reste marquée par une permanence antérieure aux nouveaux règlements stricts de la voirie publique qui édictent un certain nombre de codes, de règles et d'interdictions d'occupation et de stationnement sur la voie. Ici, la rue Sidi Mahrez, donc cette rue dans le quartier de la Hara était celle qui devait être élargie à 16 mètres avec une prise de possession des terrains de part et d'autre sur une largeur de 50 mètres, donc cette percée qui n'a pas abouti. L'image nous montre les pratiques de cette rue, les charrettes, les habitants assis sur les morceaux de trottoir, les habitants qui passent, et une rue tout à fait intéressante par son caractère populaire et son caractère linéaire qui rejoint la place Bab-Souira. Une autre vue du souk El-Grana dans le quartier de la Hara. Aujourd'hui, ce souk est dévolu au commerce des vêtements et des tissus, tandis que dans la ville européenne neuve, ce sont les ingénieurs, les médecins et le service de la voirie qui sont chargés de veiller aux infractions, à l'ordre, à la circulation, à la sécurité et à l'hygiène publique. La question de la propreté et de l'hygiène a été intimement liée à celle de l'ordre et de la circulation à Tunis. Elle a mis plus de 2 décennies à s'affirmer avec les notions de salubrité et d'utilité publique de 1858 à 1880. Tunis accède à la modernité urbaine dans le cadre colonial, mais cette accession s'est faite depuis le milieu du XIXe siècle au cours d'un processus complexe où la ville historique existante est demeurée prégnante. La notion de voie publique, amorcée dans les premiers règlements du Conseil de la ville de Tunis, à travers la catégorie de Tariq el-Am, est significative d'un changement de statut de l'espace urbain. La rue publique passante, faite à l'usage de tous pour circuler et non pour s'asseoir et pour vendre, celle dont la municipalité doit assurer l'hygiène et la propreté, est en passe de remplacer la rue ancienne où les limites du privé, du communautaire et du public sont encore floues. À Tunis, le contrôle de l'espace urbain à partir de la réglementation qui s'est succédé de 1858 à 1914 a représenté un enjeu essentiel lié aux conflits d'intérêts et aux tensions politiques manifestes. La modernité urbaine à l'ère des réformes bellicales et la modernité coloniale y ont produit une ville double où l'alignement et la réglementation de la voie et du domaine public tenteront d'avoir raison des usages et des règles antérieures. Ordre, hygiène, aération, assainissement, éclairage, voirie publique, plantation qui font la ville moderne, autant d'objectifs et de techniques qui connaîtront des résistances de la part de la population et des lenteurs administratives ou financières. La mise en ordre de la croissance urbaine de la ville européenne, la salubrité, la sécurité, le contrôle des acteurs urbains et la promotion de la voie publique
seront envisagées et mises en œuvre de 1889 à 1914 au cours d'une lente gestation. Je vous remercie pour votre attention.